Nous allons commencer par les fondamentaux. Nous allons délimiter le périmètre d'action du champ disciplinaire qu'est le management des ressources humaines. L'objectif à ce niveau est de montrer que le champ d'intervention du manager RH est largement plus large qu'on le pense. Mais on a malheureusement tendance à ne le réduire qu'aux seuls aspects de la gestion du personnel classique. Or, le management des ressources humaines est une discipline qui peut être abordée sous plusieurs aspects. Et ces aspects peuvent être regroupés en 5 dimensions principales. D'abord, la dimension juridique, où le manager est amené à gérer des éléments qui sont en rapport avec les procédures légales, notamment le contrat de travail, les déclarations sociales ou le droit de travail de manière générale, la relation contractuelle entre l'organisation et les employés. La deuxième dimension est liée aux pratiques RH, qui sont en rapport généralement avec le processus de pilotage utilisé par le manager RH au quotidien, et qui vont de la planification RH à la gestion de carrière, en passant par la rémunération et la formation des employés. Ces processus de pilotage peuvent être regroupés en 4 étapes successives et itératives, c'est-à-dire qui se répètent. La première étape est l'acquisition des ressources humaines. Le manager doit généralement gérer à ce niveau les processus qui sont en rapport avec la définition des besoins qualitatifs et quantitatifs en matière de personnel et de compétences, et avec les modes de recrutement de ces derniers. La deuxième étape consiste à conserver les ressources humaines acquises, notamment à travers les diverses formes de rémunération et d'évaluation des compétences. La troisième étape consiste à développer les ressources humaines acquises, en se basant principalement sur la formation et le développement des compétences. La quatrième étape, et qui va traverser les 3 étapes antérieures, est l'environnement de travail. À ce niveau-là, le manager est amené à gérer et à organiser les conditions de travail de ses collaborateurs et de l'ensemble des employés de l'organisation. Il doit aussi veiller à la circulation de l'information et à la bonne communication au sein de l'organisation. La santé et sécurité au travail est une thématique émergente qui rentre petit à petit dans les prérogatives du manager RH. La troisième dimension à travers laquelle on peut aborder la discipline RH est la dimension comportementale, où le manager est amené à agir sur les comportements des employés au sein de l'organisation. Il est par exemple amené à agir sur la motivation, la satisfaction et l'engagement des employés, et prévenir en même temps certains problèmes liés au stress, à l'épuisement professionnel, ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, ou aux maladies professionnelles comme les troubles musculo-squelettiques ou les troubles psychologiques liés au travail, qui sont de plus en plus nombreux de nos jours. La quatrième dimension est liée aux indicateurs RH, et principalement au tableau de bord que le manager doit mettre en place pour faire le suivi des différents éléments qu'il gère au quotidien, comme la masse salariale, le taux de productivité et d'encadrement, le taux de rotation, ce qu'on appelle le turnover, ou encore l'absentéisme. Enfin, la dernière dimension d'approche de la discipline RH est celle relative au management de la relation d'emploi. C'est une fonction essentielle qui est souvent négligée par les professionnels des ressources humaines. Celle-ci consiste pour le manager à gérer les conflits et à assurer le dialogue social avec les partenaires sociaux au sein de l'organisation. Par partenaires sociaux, nous insinuons toutes les instances représentatives du personnel au sein de l'entreprise. Plusieurs auteurs ont proposé des concepts pour décrire les éléments essentiels de la relation entre les employés et l'organisation. On peut citer par exemple le concept du contrat psychologique, où on traite des attentes mutuelles entre l'organisation et les employés, le soutien organisationnel perçu, qui est un concept qui va analyser à quel point l'employé perçoit un soutien organisationnel de la part de son entreprise, ou encore l'échange leader-membre, qui va traiter de la relation entre le manager et son subordonné direct, et la relation d'échange qu'il y a entre eux, sur le plan informationnel, sur le plan relationnel, et ainsi de suite. Donc cette introduction avait pour objectif de décrire le paysage global de la fonction RH, car chacune de ces dimensions peut faire l'objet d'un audit. On parle alors d'audit social. Chacun des éléments qui font partie de ces dimensions peut faire, à part entière, l'objet d'une mission d'audit particulière. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça audit social. Tout d'abord, il faut définir ce que ça veut dire que
la notion d'audit. Alors le concept d'audit peut être défini de plusieurs manières. Ça peut être un passage en revue, un entretien ou une audition devant aboutir à une évaluation ou à une appréciation. Ça peut être aussi un examen professionnel d'une information en vue d'exprimer sur cette information une opinion responsable et indépendante. Responsable et indépendante sont les éléments clés de cette définition dans la mesure où une mission d'audit, pour qu'elle soit réussie, elle doit porter un regard objectif et pertinent sur la situation de l'audit. Alors cette mission d'audit va se faire par référence à un critère de qualité ou un critère de référence qui représente le point de référence de la mission d'audit. Et cette qualité doit accroître l'utilité de l'information. C'est-à-dire que à la fin de la mission de l'audit, les informations que nous aurons collectées et analysées doivent améliorer le processus par rapport auquel la mission d'audit a été réalisée. Quant à l'audit social, il se focalise principalement sur la fonction sociale de l'entreprise, et ce, afin d'assurer le contrôle des activités RH de l'organisation et accompagner le développement futur de l'entreprise. La définition d'une stratégie RH et d'une politique sociale cohérente avec les objectifs de l'entreprise fait de la fonction RH un business partner important. Cette cohérence nécessite donc une mise au point et une mise à jour constante des activités RH au sein de l'organisation. Et l'audit social joue un rôle central à ce niveau en tant qu'outil de pilotage social. L'audit social peut donc être défini comme un instrument de gestion, une démarche d'observation qui va tendre à estimer les capacités d'une entreprise à maîtriser les problèmes humains ou sociaux que lui pose son environnement et à gérer ceux qu'elle suscite elle-même par l'emploi du personnel nécessaire à son activité. C'est aussi une démarche d'observation, d'analyse et d'évaluation qui va permettre 3 éléments essentiels. Premièrement, elle va permettre d'identifier les points forts et les risques liés à la gestion des ressources humaines. Deuxièmement, elle va nous permettre de réaliser un diagnostic des causes des problèmes qu'on a décelés. Puis troisièmement, elle va nous aider à formuler des recommandations d'action pour pallier aux problèmes qui ont été détectés lors de la mission d'audit. Le lien entre l'audit social et le pilotage RH réside dans le suivi systématique des activités sociales de l'entreprise. En interne, la veille sociale, communément appelée VSI, veille sociale interne, va consister à collecter et analyser régulièrement des données RH afin d'orienter et d'accompagner la politique sociale de l'entreprise. Les informations sur les comportements des employés sont également très importantes afin d'évaluer le climat social de l'organisation. En externe, cette veille consiste à réaliser des benchmarks des pratiques RH innovantes qui pourraient être utiles à l'entreprise, que ce soit au niveau sectoriel ou extrasectoriel. Il est toutefois important qu'au-delà de la veille sociale, le pilotage RH s'appuie sur d'autres éléments qui doivent être pris en compte par le manager RH. Ces éléments peuvent également faire l'objet d'un audit spécifique. Le premier élément concerne le contrôle de gestion sociale, qui fait partie intégrante du système de pilotage RH. Alors, ce contrôle de gestion sociale consiste en un certain nombre d'activités comme l'élaboration et la gestion du budget de fonctionnement RH, la construction et le suivi de tableaux de bord RH ou de tableaux de bord sociaux, notamment par le choix d'indicateurs pertinents et adaptés au contexte et à la situation de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise va choisir, ou bien le manager RH, dans ses tableaux de bord RH ou dans ses tableaux de bord sociaux, va faire le choix des indicateurs avec lesquels il va travailler parce qu'il existe une infinie possibilité de mise en place d'indicateurs en fonction de la situation et du contexte dans lequel on est. Et le choix de ces indicateurs fait partie intégrante du travail du manager RH, et la pertinence des indicateurs qu'il va choisir va faire en sorte que les données qu'il va collecter vont être pertinentes ou non. Donc le deuxième élément, ou la deuxième activité qui rentre dans le cadre du contrôle de gestion sociale, le troisième plutôt, c'est la définition des mesures et des préventions sur l'évolution des variables sociales d'entreprise, comme l'évolution des rémunérations, de la masse salariale ou des recrutements à prévoir en fonction des évolutions des métiers et des compétences requises par l'entreprise. La mise en place d'une forme de bilan social fait aussi partie de ces activités, mais je pense que le bilan social a fait l'objet ou va faire l'objet d'un cours à part entière dans votre cursus de formation.
Les autres éléments qui doivent mobiliser l'attention du manager RH dans le cadre du processus du pilotage RH sont la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, qui va définir les orientations stratégiques et opérationnelles de la fonction RH au sein de l'entreprise, en analysant notamment les besoins et les ressources de l'organisation en la matière, puis le système d'information RH, qui est devenu aujourd'hui un outil essentiel pour la gestion et le suivi de plusieurs aspects de la fonction RH. Tous ces éléments, qui font partie de la stratégie sociale de l'entreprise, à partir du moment où on peut en définir les objectifs, les procédures et les processus, peuvent aussi faire l'objet d'audits spécifiques. Et étant donné qu'ils concernent la dimension sociale de l'organisation, nous parlons encore une fois d'audit social. Ainsi, les principales questions que peut se poser le manager RH dans le cadre d'un audit de la stratégie sociale de l'entreprise sont: premièrement, quelles sont les ressources humaines mobilisables et pour quel projet? Ça, c'est l'analyse des besoins et des ressources en ressources humaines pour savoir si on peut engager l'entreprise sur certains projets, sur certaines stratégies de diversification, d'évolution, ainsi de suite. La deuxième question, c'est quelles sont les menaces sociales qui pèsent sur l'entreprise et les dysfonctionnements qui en sont la source. Et la troisième question, c'est quelles sont les décisions prises dans la gestion de l'entreprise et est-ce qu'elles sont en harmonie avec les objectifs sociaux de l'entreprise, à court, à moyen et à long terme. Il faut toutefois rappeler qu'il y a une différence entre l'audit social et l'audit de la fonction RH. Cette différence est principalement liée au périmètre et à l'objectif de chaque type d'audit. Ainsi, l'audit social est une approche plus globale. Elle concerne l'ensemble des relations au sein de l'entreprise, l'ensemble des relations sociales au sein de l'entreprise, quelle que soit la fonction auditée. On peut faire par exemple un audit social de la fonction production, où l'auditeur sera amené à étudier les données sociales de cette fonction ou de ce département. La fonction RH étant une fonction parmi d'autres au sein de l'entreprise, l'audit de la fonction RH concerne uniquement le mode de fonctionnement du département RH, ce qui en fait un audit plus spécifique qui concerne une fonction particulière de l'organisation. On parle alors d'audit fonctionnel, c'est-à-dire qui concerne une ou plusieurs fonctions de l'entreprise. Dans le cadre de l'audit social, on évoque souvent la question de la responsabilité sociale entreprise, qui est généralement définie comme l'action volontaire de la direction dans la prise en compte des intérêts communs qu'elle partage avec l'ensemble de ses parties prenantes. Une partie prenante est un acteur, individuel ou collectif, groupe ou organisation, activement ou passivement concerné par une décision ou un projet d'entreprise, c'est-à-dire dont les intérêts peuvent être affectés positivement ou négativement par l'exécution de cette décision ou de sa non-exécution. Archie Carroll, en 1979, propose un modèle pour définir les niveaux de responsabilité de l'entreprise. Les deux premiers niveaux de responsabilité sont des obligations de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elles sont exigées par la société et les parties prenantes. Et elles sont d'ordre économique et légal. C'est-à-dire que premièrement, l'entreprise doit être profitable pour continuer à survivre et à faire vivre ses parties prenantes, et se doit être de respecter les dispositions légales qui la lient à ses parties prenantes. Obligations légales envers ses employés, ses clients, la société civile, etc. Les deux autres niveaux de responsabilité sociale de l'entreprise ne relèvent pas des obligations de l'entreprise, mais sont attendus ou désirés de la part des parties prenantes, et traduisent généralement des comportements éthiques ou philanthropiques qui témoignent de l'engagement social et sociétal de l'entreprise. La littérature sur la responsabilité sociale de l'entreprise est foisonnante et chacun peut faire des recherches, s'il le désire, pour approfondir ses connaissances et sa compréhension du concept. Vous pouvez aussi me poser des questions directement via email ou via les modes d'interaction que nous aurons, à travers lesquels nous allons communiquer sur cette question, et je me ferai un plaisir d'y répondre. En ce qui concerne le lien entre la RSE et l'audit, deux approches sont à prendre en compte. La dimension interne de la RSE, où l'audit concerne des éléments qui lient l'entreprise à ses parties prenantes internes que sont les employés, et porte sur des éléments comme les conditions de travail, l'environnement physique de l'exercice de l'emploi, la gestion des minorités. À ce niveau-là, on peut par exemple parler des personnes en situation de handicap, de minorités culturelles visibles, on parle de management de la diversité, management de la santé et sécurité au travail, etc. La seconde dimension concerne les liens de l'entreprise avec ses parties prenantes externes.
L'audit de la RSE interne relève de l'audit social, alors que la dimension externe relève d'autres formes d'audit que nous n'aborderons pas dans le cadre de ce cours. Dans le cadre de la responsabilité sociale interne de l'entreprise, et même externe comme l'ISO 14000, plusieurs normes et référentiels ont été mis en place pour témoigner des bonnes pratiques des entreprises à ce niveau. Voici une liste non exhaustive de ces normes. Vous pouvez apprendre davantage sur chacune de ces normes, sur leurs dispositions, leurs avantages et leurs procédures de mise en place en accédant à leur site web respectif. On peut citer la SA 8000 pour la responsabilité sociale de l'entreprise, où on va évaluer, on va auditer des éléments qui sont en relation avec les conditions de travail, le travail forcé, le travail des enfants. L'ISO 9001, l'ISO 14000, l'ISO 26000, qui est la dernière en liste sur les certifications liées à la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va aller auditer des éléments internes et externes de la responsabilité de l'organisation. Il y a aussi la norme OHSAS 18001 du management de la santé et sécurité au travail, c'est une norme britannique. Et plusieurs entreprises ont ce label, ont été labellisées OHSAS, dont Lafarge Holcim et la Samir. Au Maroc, certains acteurs comme la CGEM ou l'Institut national de normalisation proposent aussi des normes et des référentiels de bonnes pratiques, comme le label RSE CGEM, qu'on va voir un peu plus en avant, et la norme NM 005-801. Toutes ces normes sont octroyées aux entreprises suite à des audits spécifiques à chaque norme, par les institutions spécialisées. Mais il faut faire la différence entre l'acquisition, le fait d'acquérir une norme, c'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre l'acquisition de la norme et les objectifs de la norme. L'acquisition d'une norme peut être profitable à l'entreprise. Par exemple, les avantages en termes de fiscalité sont accordés aux entreprises marocaines labellisées RSE-CGEM. Le site internet consacré à ce label développe plus en détail ces avantages. Ainsi, un audit peut être réalisé par deux types d'auditeurs. Les acteurs internes, qui sont des instances appartenantes à l'entreprise, par exemple le service RH pour l'audit social, le service financier pour l'audit comptable, etc. L'inconvénient de ce type d'audit est parfois le manque d'objectivité et d'indépendance dans la mission d'audit qui lui est assignée. C'est pour ça que les entreprises font généralement appel à des auditeurs externes pour garantir la neutralité et l'objectivité de l'analyse de la situation. On en a parlé plus en amont. On en a parlé plus en amont en parlant du fait d'avoir une information objective et indépendante et un avis indépendant sur les dysfonctionnements sociaux qui sont rencontrés par l'entreprise dans le cadre de sa gestion de ses ressources humaines. Il faut aussi faire la distinction entre quatre éléments essentiels dans ce processus d'audit, c'est-à-dire le créateur de la norme ou du référentiel d'une part, et d'autre part, l'organisme certificateur, puis l'auditeur, puis l'organisme accompagnateur de la mission d'audit. Les organismes créateurs des normes peuvent être soit les États, les organismes non gouvernementaux, les entreprises ou les associations syndicales. En ce qui concerne les États, voici un exemple de norme avec les liens des sites web pour mieux en comprendre les principes. Nous avons l'AFNOR en France, l'IMANOR au Maroc, le prix national par exemple de la santé et sécurité au travail au Maroc, qui est délivré annuellement par le ministère du Travail aux meilleures entreprises dans ce domaine, les normes du British Standard Institution, que vous pouvez consulter sur le site de l'institution, et aussi le Japanese Industrial Standard Committee qui propose également un certain nombre de normes qui sont en relation avec le rapport de l'organisation à ses employés. En ce qui concerne les organisations non gouvernementales, les ONG, nous pouvons citer l'ISO ou encore les normes de l'Organisation internationale du travail, qui propose plus d'une vingtaine de thématiques en relation avec le rapport entre l'entreprise et ses employés. Ces thématiques vont des libertés syndicales, au travail forcé, au travail des enfants, à l'inspection du travail, à la sécurité de l'emploi ou au travail des migrants. Il est toutefois intéressant de rappeler que le Maroc est membre de l'OIT depuis 1956. La totalité de sa législation du travail a été introduite par les autorités du protectorat. Les rectifications du Maroc indépendant embrassent tous les domaines du droit du travail.
Néanmoins, elles ont soulevé plusieurs problèmes puisque certaines dispositions de législation marocaine ne sont pas en conformité avec les normes prévues par ces conventions. Un dialogue constant s'est établi entre le gouvernement et les organes de supervision de l'OIT. Le projet du code de travail a répondu favorablement à plusieurs commentaires de l'OIT, hormis les problèmes relatifs à l'adaptation des normes de cette dernière à la situation économique et sociale du pays. Le Maroc est souvent mis sur le banc des accusés pour atteinte à la liberté syndicale. Le comité de la liberté syndicale a eu l'occasion de se prononcer sur les plaintes émanant des différentes organisations syndicales. En définitive, les ratifications marocaines se justifient beaucoup plus par le souci des pouvoirs publics de donner une image idéaliste du droit marocain que par le souci de l'amélioration dans le sens du progrès social prôné par les institutions de l'OIT. Ainsi, les conditions de vie et de travail des travailleurs marocains sont loin d'être conformes à l'esprit qui anime l'adoption des normes de l'OIT. De plus, le Maroc, ou bien au Maroc, la politique d'ajustement ou les différentes politiques d'ajustement structurel et les différents plans de planification mettent au second plan les considérations sociales. Dès lors, on ne peut parler que d'un apport théorique de l'OIT au Maroc, et ce malgré le nombre important de ratifications et les déclarations des responsables marocains. Néanmoins, il faut souligner que depuis une vingtaine d'années, beaucoup de travail a été fait pour essayer de faire avancer les choses sur la question de la législation du droit, sur la législation du travail au Maroc, et les résultats commencent déjà à se faire sentir. Les entreprises peuvent également être source de normes et de référentiels comme les codes de conduite, les chartes ou les conventions collectives comme la charte de la qualité de la vente à distance de la FEVAD. Dans le lien dont je vais vous envoyer le lien. Comme ça, vous pourrez avoir une idée sur la norme en question. Les syndicats peuvent également émettre des normes et des référentiels de bonnes pratiques. Nous pouvons citer le label Made in USA, qui a été mis en place par les syndicats d'employés américains pour témoigner de la qualité des produits fabriqués par les travailleurs américains aux États-Unis. Les syndicats d'employeurs peuvent également émettre des normes et des référentiels. La CGEM en est le parfait exemple au Maroc, comme son corollaire français, la MEDEF. Vous pouvez aller sur les sites internet de ces deux institutions pour avoir une idée plus approfondie sur les labels qu'elles proposent et sur les avantages que ces labels confèrent aux entreprises qui les adoptent. Par ailleurs, l'organisme certificateur est défini comme l'organisme qui est mandaté par les émetteurs de la norme ou du référentiel pour conduire une mission d'audit auprès des entreprises désirant acquérir la norme et leur attribuer le certificat de conformité ou non au cahier de charge de la norme en question. Bureau Veritas ou encore TUV sont un parfait exemple d'organisme certificateur. Vous trouverez aussi sur ce lien un certain nombre d'organismes certificateurs actifs au Maroc et qui proposent aussi des certifications ou qui sont mandatés par des créateurs de normes pour certifier les entreprises. Enfin, l'organisme accompagnateur est un acteur qui accompagne les entreprises dans le processus de certification. Il intervient auprès des entreprises qui désirent être certifiées avant qu'elles ne soient auditées par l'organisme certificateur. L'audit d'accompagnement est une phase importante du processus de certification, car l'entreprise est amenée à respecter des cahiers de charges de la norme, et le rôle de l'organisme accompagnateur est de vérifier que les exigences du cahier des charges de la norme sont bien appliquées par l'entreprise avant l'audit de l'organisme certificateur. Plusieurs cabinets de conseil et de bureaux de consulting proposent ce type de service, c'est-à-dire un service d'accompagnement pour vérification de la validité des cahiers de charges au sein des entreprises qui vont être certifiées ou qui vont faire l'objet d'un audit de certification. Donc nous allons nous arrêter là pour cette vidéo et je vous incite à approfondir certains des concepts abordés à travers la lecture du chapitre issu de l'ouvrage de Sylvie Guerrero et je reste à votre disposition si vous avez des questions par rapport à vos lectures ou par rapport à l'un ou l'autre des éléments abordés dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder 3 éléments essentiels de la mission de l'audit.
Nous allons tout d'abord faire la distinction entre trois niveaux d'audit social, à savoir l'audit de conformité, l'audit d'efficacité et l'audit stratégique. Et nous allons aborder la méthode proposée par Alain Maignan pour mener une mission d'audit social. Je reste, comme je vous l'ai dit, à votre disposition si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on approfondisse l'un ou l'autre des éléments que nous avons vus. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, une très bonne lecture et surtout, n'oubliez pas de rester chez vous autant que possible.